Quel est votre avis personnel sur les rapports du GIEC et le non-respect des accords de Paris? Je dirais qu'elles sont effrayantes, c'est le premier mot qui me vient. On vit avec le climat, on vit avec la nature, donc on se rend compte effectivement des changements. Pour moi, les alertes du GIEC sont très claires. Les éléments chiffrés donnés ne laissent absolument aucune place au doute. Très sensible évidemment aux alertes du GIEC et aux travaux du GIEC. J'ai été très sensible aux alertes du GIEC et au fait que les accords de Paris n'aient pas été respectés. Pour autant, je ne voudrais pas que ces résultats soient instrumentalisés à des fins d'écologie punitive. Je pense d'ailleurs qu'en tant qu'habitante d'un territoire rural, je suis certainement peut-être plus à l'écoute que les personnes qui habitent en zone urbaine. On voit bien qu'un certain nombre de pays ne s'inscrivent pas vraiment dans le respect des accords et que d'autres disent qu'ils les respectent sans les respecter véritablement. Je dirais que c'est déplorable de constater que les plus grands pollueurs ne jouent pas le jeu. Sur les accords de Paris, seulement un pays a respecté les accords. Ça ne veut, à mon avis, pas pour autant dire que 194 autres pays aient envie de polluer la planète. Après, il y a une charte qui existe. Le problème, c'est que cette charte, il n'y a pas de conséquences si on ne suit pas les prérogatives de cette charte. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la gouvernance pour faire respecter les engagements. Entre le constat du GIEC et notre marge de manœuvre, nous sommes souvent empêchés par l'Europe. Et pour moi, il n'y a qu'une seule manière de faire respecter les accords, c'est qu'il y ait des sanctions quand ils ne sont pas respectés et mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, parce que l'Europe, en matière environnementale, écologique, est la bonne échelle, je crois. Mettre en place une taxe, c'est clairement dire au pays, si vous ne respectez pas les normes, vos produits sont taxés. Cette règle d'unanimité européenne nous bloque et nous devons agir de manière extrêmement rapide pour changer cela. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire en plus que le GIEC ne prend pas forcément en compte aujourd'hui. Nous regardons au Rassemblement national ces résultats avec attention, mais nous n'allons pas tomber dans une idéologie de décroissance, par exemple. Pourriez-vous nous dire quelles sont les mesures d'ampleur pour le climat à mettre en place d'urgence? Et l'idée centrale, c'est une décarbonation massive de tous les secteurs pour pouvoir atteindre les objectifs des accords de Paris. Donc on est effectivement dans une urgence, voire effectivement une question de survie de l'humanité. Donc il faut agir et immédiatement. Pour moi, c'est clair, la question fondamentale, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Il faut commencer à agir très fortement sur cet aspect-là. Pour que toutes les décisions dans tous les domaines soient inscrites avec cet aspect de l'écologie systématique. Travailler à faire en sorte que notre vie quotidienne soit marquée par la prise en compte de cette urgence écologique. Pour agir vite et de manière concrète sur la transition écologique, d'abord rénover tous les logements. 30% des gaz à effet de serre sont liés au problème de passoire énergétique et donc d'enjeux de rénovation. Nous voulons d'abord instituer la règle verte dans la Constitution. À l'adaptation à ce réchauffement climatique, donc isoler davantage les logements. La souveraineté de l'emploi aujourd'hui, additionnée donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux importations, nous impose une production plus importante d'électricité. En ce sens, nous proposons que cette production plus importante repose sur un mix énergétique, énergie renouvelable, nucléaire. Tous les jours, il faut une énergie propre. Et pour ça, le mix énergétique doit passer par du renouvelable et du nucléaire. Le mouvement de la ruralité pense que l'énergie nucléaire est très importante et donc nous, on veut le maintien de la centrale du Blayais, voire de la création d'un EPR au Blayais. Nous sommes très favorables au soutien du nucléaire parce que nous estimons que c'est une énergie propre, décarbonée et en plus qui a l'avantage d'être peu chère pour nos concitoyens. Toujours du domaine de l'électricité, puisque j'allais parler du nucléaire, des déchets nucléaires. Ça, ce problème est fondamental. Nombreux candidats en parlent. Je crois que c'est un domaine dans lequel nous devons accentuer, voire enclencher la recherche fondamentale, la recherche et développement pour traiter ces déchets nucléaires. Je pense qu'il faut aussi investir massivement dans les nouvelles formes d'énergie. Je suis complètement contre les éoliennes et le photovoltaïque quand il est mis en place, par exemple comme c'est le projet à Socats, à la place d'une forêt. Donc le photovoltaïque sur les toits des immeubles ou des supermarchés, il n'y a pas de problème.
Mais déboiser 1000 hectares de forêt pour mettre des panneaux photovoltaïques, là, moi, je suis complètement contre. Et je pense aussi à la question du photovoltaïque, où la plupart des panneaux photovoltaïques sont produits en Chine, importés en France, donc bonjour la taxe carbone, et en plus on ne sait toujours pas comment les recycler. Il ne faudrait pas que la technologie fasse croire qu'on peut au fond stopper nos efforts et tout miser sur l'innovation technologique. Non, il faut aussi qu'on fasse des efforts individuels. Je pense néanmoins qu'il faut construire des pièges à carbone beaucoup plus importants. Il y a les arbres qui sont des pièges naturels qu'il faut planter en ville. Il y a aussi des technologies telles que les puits de carbone qui sont assez intéressantes quand il y a une pollution forte. Par exemple, une école près de la Rocade à Bordeaux qui pourrait bénéficier de ce dispositif. La deuxième mesure d'ampleur, c'est la forêt, avec un plan des 3 S qui est séquestration, stockage et substitution. La séquestration, c'est que les forêts stockent du carbone et du CO2. Donc, c'est important d'avoir le plus de forêts possible et de continuer à planter. Le stockage, c'est l'utilisation qu'on peut faire du bois, donc pour la construction, pour les maisons, enfin pour plein de choses. Donc, en fait, quand on utilise le bois continue à stocker du CO2. Donc, voilà, donc c'est important. Et la troisième chose, c'est la substitution, c'est-à-dire remplacer certaines énergies fossiles par du bois, donc du fioul, par exemple, par du chauffage au bois. C'est un vaste plan d'investissement sur la question des transports, en valorisant le transport, notamment ferroviaire, et plus particulièrement les trains au quotidien. Également, un plan d'investissement pour favoriser le fret ferroviaire et fluvial, au détriment du fret routier. Et c'est notamment la proposition de rendre les véhicules propres accessibles. Nous avons également la problématique du recyclage des batteries électriques. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'on a une source d'énergie d'une certaine façon, mais on n'a pas le recyclage qui va avec. Donc ça, c'est très, très important de pouvoir se mobiliser. Là aussi, ce sont des investissements importants qu'il faut générer et nous ne pouvons pas passer à côté de cela. Il y a la question de l'alimentation pour moi qui est fondamentale. On voit aujourd'hui que les dérèglements climatiques provoquent des migrations qui entraînent forcément des tensions géopolitiques et des guerres. Les liens sont très directs. Donc il faut absolument aller vers plus d'autonomie alimentaire, pas à l'échelle d'une ville, pas à l'échelle d'une circonscription, à l'échelle d'un bassin de vie, à l'échelle d'un pays. Nous voulons limiter les traités de libre-échange avec la terre entière. Nous sommes plutôt favorables à une politique de juste échange et nous voulons en particulier sortir les produits agricoles de tous les traités de libre-échange. C'est ce que nous appelons au Rassemblement national la philosophie du localisme, c'est-à-dire on produit local, on consomme local et on recycle local. En soutenant davantage une production vivrière et agricole autour des villes. C'est effectivement mettre fin dans les 5 prochaines années à l'élevage intensif, voilà, qui est une source de pollution, de réchauffement climatique. L'autre point très important est celui d'une agriculture et d'un élevage raisonné. Nous en parlons. Nos modes de consommation n'ont pas changé à ce niveau-là. On a là encore une prise de conscience individuelle qui s'est enclenchée. Le collectif est encore trop lent. Nous devons passer à une phase nettement supérieure à notre échelle. C'est notre échelle individuelle, mais l'échelle de notre pays également, même si les autres pays sont beaucoup plus en retard que nous. La sortie de l'élevage industriel intensif n'est possible que si on assume de diminuer d'au moins 50% notre production et notre consommation de protéines et de produits d'origine animale. Il faut avoir le courage de maintenir cet objectif, de rester, c'est d'ailleurs tout ce que disent les rapports internationaux et scientifiques, il faut réduire drastiquement notre consommation de produits d'origine animale. Nous, ce que nous portons, c'est une réduction sur 5 ans de 50%. On pourrait parler pendant des heures, bien évidemment, mais parmi les sujets très importants, il y a le développement de l'agriculture de proximité. De plus en plus, on se rend compte à quel point le climat change, à quel point c'est compliqué. Et nous devons tous pouvoir travailler au niveau local pour soutenir l'agriculture de proximité. Quatrième proposition concerne le domaine de l'agriculture, sur lequel nous souhaitons engager une transition agroécologique. Celle-ci passera par une revalorisation de notre secteur agricole, un renforcement des soutiens pour l'agriculture, les producteurs d'agriculture biologique, sous signe bien évidemment de qualité et d'origine, le rallongement des rotations culturales, l'implantation de légumineuses, mais aussi le développement de l'agroforesterie et de plantation de haies.
La protection en faveur de nos ressources en eau et de biodiversité ordinaire en soutenant les circuits courts et de proximité. Il faut aider les éleveurs à sortir de ce modèle, les accompagner financièrement par le rachat de leurs dettes, parce que le problème c'est qu'ils sont enchaînés par la dette, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce mode d'élevage. C'est la lutte contre le gaspillage, bien sûr dans les cantines, mais bien sûr aussi à la maison. Donc on développe les actions de sensibilisation pour que chaque citoyen ait sa part à jouer dans cette préservation de l'environnement à son petit niveau. Face à la gravité de la situation, pensez-vous qu'une gouvernance locale, globale, serait plus adaptée et plus porteuse d'espoir sur ces sujets urgents d'écologie et d'humanité? Oui, je pense que les solutions, en fait, elles se trouvent sur le plan local. Je crois à la décentralisation. Je crois au pouvoir local. Je crois à la mise en responsabilité. Oui, mais sous certaines conditions. Une gouvernance locale, effectivement, mais à condition qu'elle réponde aux attentes des citoyens et qu'il y ait des compétences. Oui, il faut revoir la gouvernance. Nous pensons effectivement qu'au niveau de la gouvernance, on doit avoir un retour à la gouvernance locale. Et donc ça fait partie également avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, redonner du pouvoir aux citoyens en local. On a besoin de toutes les strates. On a besoin d'actions locales, bien évidemment, mais aussi globales. On doit s'attaquer à tous les problèmes en même temps. C'est ça qui est si difficile. Alors je pense qu'il peut être à plusieurs niveaux, malgré tout. Il peut être au niveau local, départemental, régional, et bien sûr l'État à sa part. Nous devons absolument renforcer la décentralisation des solutions. Ce n'est pas qu'une affaire de l'État, ce n'est pas qu'une affaire du gouvernement. La réussite de la transition écologique, c'est si on arrive à embarquer tout le monde. Donc en repensant notre gouvernance et en associant tous les acteurs au niveau local, que ce soit les collectivités locales, les associations, les particuliers, les entreprises. Et donc c'est générer un nouveau mouvement pour réussir cette vaste transition. La question que nous avons, c'est que les collectivités territoriales détiennent certaines compétences, mais qu'elles n'en ont pas nécessairement la responsabilité. Cette responsabilité est à l'échelle de l'État. Il faut, à mon sens, remettre la responsabilité face à la compétence. Je pense effectivement qu'on doit avoir une gouvernance plus locale. On l'a vu avec la loi NOTRe et la répartition des compétences entre les régions, les départements, les communes. Donc ça fait un espèce de millefeuille qui est extrêmement compliqué à gérer. Et on voit que souvent, au niveau local, les gens sont beaucoup plus efficaces, plus proches du terrain. Ils connaissent leur sujet, donc je suis pour une gouvernance effectivement beaucoup plus locale. Qui est le plus à même? La région, le département, les communes. On voit bien que c'est cet ensemble qui doit être déterminant et surtout mobilisé en quelque sorte. On voit bien qu'il y a des gestions de biens qui doivent être faites au niveau local, que ce soit au niveau de l'eau, donc c'est à la fois local en termes de régie municipale et en termes, on va dire régional, mais en termes pas régional, découpage administratif actuel, mais en termes de versants, de bassins versants, que doit se refaire la gouvernance. C'est surtout un travail collectif, un travail d'équipe. Nous pensons également qu'il faut absolument nous inspirer des expériences éprouvées ailleurs, et notamment dans les pays du Nord. Et tout cela pris en charge par les élus locaux que nous sommes. Il faut être persuasif, quoi. Et il faut surtout être au plus près des habitants, être présent dans la proximité, de façon à pouvoir avoir le maximum d'influence sur les populations. Chacun des politiques, quel que soit le bord politique, accepte de travailler avec l'autre. Et ça ne pourra fonctionner que comme ça. En tout cas, c'est comme ça que j'entends aussi le sens politique des affaires. Et donc je suis un peu réservé, voire franchement frileux à l'idée d'avoir des choses qui soient différenciées en fonction du territoire sur lequel on habite. Local, oui. Régional, global, oui. Oui à toutes ces questions.